event for them. So I've done in a playtime. Bienvenue sur Icône et Silence. Imaginez une silhouette immense, un imperméable beige trop court, une pipe éteinte et une démarche hésitante qui a fait rire la terre entière. Jacques Tati n'était pas seulement un géant du cinéma, il était la France elle-même, celle de l'innocence, de la poésie et de la douceur de vivre. Pendant des décennies, sous les traits de l'inoubliable Monsieur Hulot, il a incarné la maladresse bienveillante, devenant un ami imaginaire pour des millions de spectateurs à travers le monde. Pourtant, derrière ce masque de comédie et ces gags millimétrés, se cachait un homme hanté par un silence assourdissant. Une cicatrice invisible que les projecteurs n'ont jamais pu éclairer. Loin des tapis rouges et des éclats de rire des salles obscures, Jacques Tati portait en lui un fardeau, un secret de famille si lourd qu'il a failli l'emporter dans la tombe sans jamais le murmurer. Quelques jours avant de rendre son dernier souffle, alors que la maladie l'affaiblissait et que le monde du cinéma l'avait déjà à moitié oublié, l'homme au chapeau mou n'a pas convoqué la presse à grand bruit, il n'a pas crié sa colère contre l'industrie qui l'avait ruiné, il a fait ce que font les grands artistes brisés, il a transformé sa douleur en une œuvre ultime. Il a laissé derrière lui un scénario, un manuscrit poussiéreux intitulé L'illusionniste, qui n'était pas une simple comédie, mais une lettre d'excuses déchirante. Ce scénario était une confession codée, adressée à une ombre, à une enfant qu'il n'avait pas eu le droit d'aimer au grand jour. Comment l'homme qui a incarné la gentillesse absolue à l'écran a-t-il pu commettre l'irréparable dans sa vie privée ? Qui était cette fille de l'ombre que la prestigieuse famille Tati-Chef a voulu effacer de l'histoire? Et pourquoi ce génie perfectionniste a-t-il fini sa vie ruiné, dépossédé de ses propres films, seul face à ses regrets? Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier interdit. Oubliez Monsieur Hulot pour un instant, car voici l'histoire vraie, tragique et bouleversante de Jacques Tati-Chef, l'homme qui a voulu réparer le passé quand il était déjà trop tard. Au lendemain de la guerre, dans une France encore marquée par les cicatrices de l'histoire et en pleine reconstruction, Jacques Tati est apparu comme une bénédiction, un remède à la mélancolie nationale. Il a apporté au cinéma une poésie muette que l'on croyait disparue depuis l'ère de Charlie Chaplin, avec des chefs-d'œuvre comme Jour de fête et surtout Les vacances de Monsieur Hulot, sorti en 1953. Il a imposé une silhouette dégingandée, une pipe toujours à la bouche et ce fameux imperméable beige qui semblait flotter autour de lui comme une armure de maladresse. Il n'était pas seulement un acteur comique, il est devenu le symbole d'une humanité douce, une forme de résistance poétique face à un monde moderne qui devenait de plus en plus rapide, bruyant et mécanique. La consécration ultime est arrivée en 1958 avec Mon oncle. Ce film n'était pas simplement un succès au box-office, c'était un phénomène culturel qui a traversé les frontières, propulsant Tati au rang de génie absolu. Hollywood s'est incliné devant lui en lui décernant l'Oscar du meilleur film étranger et la critique internationale l'a porté au nu. À cet instant précis, Jacques Tati était intouchable. Il était l'ambassadeur du rire français, celui qui transformait le banal en extraordinaire. Le public voyait en lui un grand enfant, un être pur et innocent, incapable de faire le mal. Cette image d'ange maladroit, il l'a cultivée avec un soin jaloux, car elle était son bouclier contre la réalité. Mais ce que les spectateurs émerveillés ignoraient, c'est que derrière cette légèreté apparente se cachait un perfectionniste maniaque, un artisan obsédé par le contrôle absolu. Tati ne laissait rien au hasard, où il pouvait passer des semaines à chercher le bruit exact d'une balle de ping-pong ou le grincement parfait d'une porte. Cette exigence artistique qui faisait sa force allait bientôt devenir sa plus grande faiblesse. Plus son succès grandissait, plus l'écart se creusait entre l'homme public, adoré de tous, et l'homme privé, muré dans ses contradictions. C'était là tout le paradoxe cruel de son existence. La France entière l'appelait affectueusement « mon oncle », le voyant comme le protecteur idéal des enfants, celui qui comprenait leurs rêves mieux que personne. Quelle ironie dévastatrice quand on y pense, alors qu'il faisait rire les enfants du monde entier. Une part de lui restait fermée à double tour.
Il était devenu le père spirituel de toute une génération, tout en portant le poids d'une absence qu'il avait lui-même orchestrée au sommet de sa gloire. Alors que les flashs crépitaient et que les invitations pleuvaient sur son bureau, Jacques Tati semblait avoir tout conquis. Pourtant, c'est précisément à cet instant, aveuglé par cette lumière éclatante et persuadé que rien ne pouvait l'arrêter, qu'il a commencé à bâtir, pierre par pierre, le piège monumental qui allait se refermer sur lui et engloutir sa fortune. Pourtant, la lumière des projecteurs projette toujours une ombre, et celle de Jacques Tati était aussi longue et sombre que sa silhouette était lumineuse. Pour comprendre la blessure originelle, il faut remonter le temps, bien avant les Oscars et les tapis rouges, jusqu'aux années sombres de l'occupation. Dans le Paris des années 40, c'est là, dans les coulisses enfumées du music hall, que le jeune Jacques, alors simple artiste de cabaret, a rencontré une danseuse autrichienne nommée Herta Schiel. Leur histoire aurait pu être une romance de cinéma, une étincelle de beauté au milieu du chaos de la guerre, mais elle s'est transformée en un drame intime qui allait le hanter jusqu'à son dernier souffle. De cette union est née une petite fille, Helga Marie-Jeanne, mais l'arrivée de cet enfant n'a pas été célébrée comme un miracle. Elle a été accueillie par le froid glacial d'un clan familial obsédé par sa réputation. La sœur de Jacques, Nathalie, véritable gardienne du temple Tatichev, a posé un ultimatum impitoyable dans cette famille aux origines aristocratiques russes. Il n'y avait pas de place pour le scandale, pas de place pour une fille-mère étrangère et un enfant né hors mariage. Jacques, ce géant au cœur tendre que l'on imaginait si fort, s'est retrouvé écartelé entre son devoir moral et la pression écrasante de son sang. C'est ici que l'histoire se brise, sous l'influence implacable de sa sœur et peut-être par une lâcheté dont il ne se remettra jamais vraiment. Jacques a cédé, il a commis l'irréparable. Il a refusé de reconnaître l'enfant, il a signé des papiers, tourné le dos à celle qui portait son sang et a laissé Herta et la petite Helga disparaître dans l'anonymat et la précarité. Imaginez la violence de ce silence. Pendant que Jacques Tati devenait l'idole des foules, l'ami des enfants, le symbole de la gentillesse française. Sa propre fille grandissait sans père, bannie de son histoire, regardant peut-être son géniteur faire le clown à la télévision en se demandant pourquoi elle, et elle seule, n'avait pas le droit à ce sourire. C'est une cruauté qui contraste violemment avec l'image publique de l'artiste. Comment celui qui a réalisé l'école des facteurs a-t-il pu échouer à l'examen le plus élémentaire de la vie, celui de la paternité? Cette décision n'était pas seulement un abandon, c'était une amputation de son âme. On raconte que Tati a vécu avec ce fantôme toute sa vie, une culpabilité sourde qui se cachait derrière chaque gag, chaque mime. Il avait choisi la gloire, la respectabilité et l'héritage familial. Mais le prix à payer était une solitude intérieure que rien ne pouvait combler. L'industrie du cinéma, complice silencieuse, a protégé son icône, effaçant les traces de cette erreur de jeunesse pour ne vendre que la légende immaculée. Ainsi, l'homme qui a fait rire la planète entière portait un masque de tragédie grecque. Il a construit une muraille autour de sa vie privée, non pas pour se protéger des fans, mais pour empêcher la vérité de s'échapper. Mais le destin a un sens de l'ironie féroce. Alors qu'il pensait avoir sécurisé son avenir en sacrifiant sa fille, Jacques Tati s'apprêtait à commettre une seconde erreur, cette fois-ci artistique et financière, qui allait lui coûter tout ce qu'il avait amassé. Le succès phénoménal de Mon oncle lui avait donné un sentiment d'invincibilité, et c'est cette même ambition démesurée qui allait le conduire droit vers l'abîme, dans un projet si fou qu'il allait engloutir sa fortune, sa maison et jusqu'à la pellicule même de ses films. L'ambition est une drogue puissante et Jacques Tati en a consommé jusqu'à l'overdose. Persuadé que son génie pouvait défier les lois de l'économie, il s'est lancé en 1964 dans le projet le plus mégalomane de l'histoire du cinéma français Playtime. Ce n'était plus un film, c'était une folie pure. Tati ne voulait pas de décor en carton-pâte, il voulait du vrai. Alors, à la périphérie de Paris, il a fait sortir de terre une ville entière, surnommée Tativille.
du béton, de l'acier, des immeubles de verre, des escalators fonctionnels et même un système de chauffage central pour des rues artificielles. Il a englouti sa fortune personnelle, hypothéqué sa maison familiale de Saint-Germain-en-Laye et mis en gage tous ses succès passés pour bâtir ce monde futuriste gris et froid. Mais le rêve s'est fracassé contre la réalité. À sa sortie en 1967, le public, dérouté par cette œuvre immense et impersonnelle, où Monsieur Hulot n'était plus qu'une silhouette parmi d'autres, a boudé les salles, le silence dans les cinémas était assourdissant. Ce fut un désastre commercial absolu. Les banques, ces institutions sans visage que Tati avait tant moquées dans ses films, ne lui ont fait aucun cadeau. La sanction fut immédiate et brutale, la liquidation. En un instant, l'homme qui avait fait rayonner la France a tout perdu. Sa maison a été saisie, ses biens vendus aux enchères, et il s'est retrouvé à la rue, ou presque, ruiné par sa propre vision de la perfection. Le coup de grâce, cependant, n'était pas la perte de l'argent, mais la perte de ses enfants de celluloïd pour rembourser ses dettes colossales. Les huissiers ont saisi les droits de ses films précédents. Jour de fête, les vacances de Monsieur Hulot, mon oncle, tous ces chefs-d'œuvre ne lui appartenaient plus. Imaginez la douleur d'un créateur dépossédé de son âme, obligé de voir des étrangers décider du sort de ses œuvres. C'était une humiliation publique. Une chute vertigineuse du Capitole à la roche tarpéienne. L'industrie du cinéma, qui l'avait porté au nu, lui a tourné le dos avec une ingratitude glaçante, le laissant seul face à ses créanciers et à ses regrets. Dans cette descente aux enfers, une terrible symétrie se dessinait. L'homme qui avait abandonné sa fille charnelle se voyait maintenant arracher ses fils spirituels. C'était comme si le destin lui présentait une facture karmique, lui rappelant que l'on ne peut pas impunément sacrifier les liens du sang sur l'autel de la gloire, isolé, affaibli par la maladie et vivant désormais dans la modestie. Jacques Tati aurait pu sombrer dans l'amertume ou la folie. Mais c'est précisément là, au fond du gouffre, dans le silence de son petit appartement parisien, que la conscience du vieil homme s'est réveillée. Alors que tout le monde le croyait fini, il a pris sa plume une dernière fois, non pas pour faire rire, mais pour demander pardon à la seule personne qui comptait vraiment. C'est dans le crépuscule de sa vie, alors que la maladie l'affaiblissait et que les huissiers avaient fini de dépouiller son existence matérielle, que Jacques Tati a brisé le silence, non pas avec des mots hurlés dans un mégaphone, mais avec la pudeur qui le caractérisait à travers un scénario qu'il avait gardé secret pendant des décennies, comme un trésor ou peut-être comme une croix. Ce manuscrit, intitulé L'illusionniste, n'était pas destiné à faire rire. C'était une bouteille jetée à la mer, une lettre d'amour posthume adressée à celle qu'il avait été contraint d'ignorer sa fille, Helga Marie-Jeanne. Dans cette histoire bouleversante, le héros n'est plus le maladroit Monsieur Hulot, mais un vieux magicien fatigué, un artiste de music hall en voie de disparition, exactement comme Tati se sentait à la fin de sa vie. Ce magicien, prénommé Tati Chef, le vrai nom de l'auteur, comme un aveu immédiat, rencontre une jeune fille pauvre qui croit qu'il possède de véritables pouvoirs magiques. Mais le vieil homme ne fait pas de magie, il fait des sacrifices. Il travaille la nuit, vend ses biens, s'épuise à la tâche, tout cela pour offrir à cette fille adoptive les belles robes et le confort qu'elle mérite. Sur le papier, Tati devenait enfin le père protecteur et aimant qu'il n'avait pas eu le courage d'être dans la réalité. Chaque page de ce scénario suintait le regret. C'était une tentative désespérée de réécrire l'histoire, de donner une fin heureuse à une tragédie familiale. Dans la vie réelle, il avait abandonné Helga à son sort. Dans la fiction, il se sacrifiait pour son bonheur. La scène finale du script est peut-être la plus déchirante qu'il ait jamais écrite. Le magicien, réalisant que la jeune fille a grandi et qu'elle n'a plus besoin de ses tours de passe-passe, décide de s'effacer. Il part seul dans la nuit, laissant derrière lui un simple mot, une phrase qui résonne comme le testament spirituel de Jacques Tati. Les magiciens n'existent pas. Quelle terrible lucidité! Par ces quelques mots, l'icône du cinéma avouait son impuissance. Il disait au monde, et surtout à sa fille cachée, qu'il n'était pas un héros, pas un sorcier capable de changer le passé,
mais juste un homme faillible, un vieil homme triste qui avait échoué. Ce scénario n'a jamais été tourné de son vivant. Il est resté dans un tiroir comme une preuve accablante de son amour inavoué. C'était sa manière à lui, silencieuse et artistique, de demander pardon, d'espérer qu'un jour, bien après sa mort, Elga lirait ces lignes et comprendrait que, même dans l'absence, même dans le déni imposé par sa famille, elle avait toujours été sa muse secrète, l'inspiration invisible de sa mélancolie. Lorsque Jacques Tati s'est éteint en 1982, il pensait peut-être que ce secret mourrait avec lui. Il ne se doutait pas que ce scénario referait surface des années plus tard, révélant au grand jour la blessure qu'il avait si soigneusement dissimulée sous son imperméable beige. La découverte de l'illusionniste a forcé le monde à revoir l'œuvre de Tati sous un jour nouveau. On ne riait plus de la même façon devant ses gags. On y voyait désormais la tentative désespérée d'un homme de communiquer avec une enfant perdue, transformant chaque rire en une larme retenue. Le clown triste avait enfin tombé le masque, révélant un visage baigné de regret. L'histoire de Jacques Tati n'est pas seulement celle d'une star déchue ou d'un père absent, c'est le miroir brisé de la condition humaine face à la gloire. Elle nous force à poser une question inconfortable mais nécessaire: quel est le véritable prix du génie? Peut-on offrir au monde entier des trésors de tendresse tout en étant incapable d'en donner à ceux qui partagent notre sang? Jacques Tati a passé sa vie à construire des villes imaginaires et des personnages inoubliables. Peut-être pour fuir une réalité trop lourde à porter, il a fait rire des millions d'inconnus pour étouffer le cri silencieux d'une seule personne qu'il avait laissé derrière lui. Aujourd'hui, alors que les rires de mon oncle résonnent encore dans nos mémoires, nous ne devons pas juger l'homme avec sévérité, mais avec compassion, car derrière l'imperméable de Monsieur Hulot, il n'y avait pas un monstre, mais un homme faillible, pris au piège des conventions sociales d'une autre époque et de ses propres peurs. Son héritage est double, une œuvre cinématographique éternelle qui célèbre la simplicité et une leçon de vie brutale sur l'importance de la vérité. Il nous a appris, à ses dépens, que les applaudissements ne remplacent jamais une étreinte et que les chefs-d'œuvre ne suffisent pas à réparer les cœurs brisés. En fin de compte, Jacques Tati ne cherchait peut-être pas seulement la perfection artistique, mais une forme de rédemption impossible. Chaque gag, chaque sourire à l'écran était peut-être une lettre d'excuse envoyée à l'univers. Alors, la prochaine fois que vous verrez sa silhouette maladroite traverser l'écran, ne voyez plus seulement le clown génial, voyez aussi le père imparfait qui, à travers la magie du cinéma, essayait désespérément de dire « je t'aime » à une ombre. C'est là toute la beauté tragique de son existence. Il a fallu qu'il perde tout pour qu'il retrouve enfin, dans le silence de ces derniers jours, l'essentiel. Et merci d'avoir plongé avec nous dans cette histoire bouleversante sur Icônes et Silences. Si ce récit vous a touché, si vous pensez que la vérité mérite d'être racontée avec nuance et respect, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains portraits. Partagez cette vidéo pour que l'histoire de Jacques et de sa fille ne soit plus jamais un secret. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'art peut excuser les erreurs d'une vie? À très bientôt pour une nouvelle histoire, là où les légendes rencontrent enfin la vérité.